Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour la dernière session Python Rennes de cette année 2025 sur le thème de Noël, où j'ai pris ma plus belle tenue de Père Noël, ou ce qui est rapproché le plus. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir à nouveau Michel, qui va nous parler de comment coder en Python loin de son environnement classique. Martin, qui va nous parler de l'utilisation de Python dans l'intégration continue GitLab. Et Frédéric qui va nous présenter un petit retour sur un retour d'expérience sur l'utilisation de l'IA sur sa carte graphique. Et avant de commencer les actus, on tient à remercier ID Now qui nous accueille pour la première fois dans ces magnifiques locaux. Donc on remercie Thierry et Hélène qui ont fait beaucoup pour que cette première session ici s'organise. Donc merci beaucoup. Alors, dans les prochains événements de la communauté technique de Rennes, dont on a connaissance, il y a le groupe de parole ISO qui fait un petit groupe de parole de fin d'année en non-mixité choisie, donc accueilli chez Chaudeau Rennes le lundi 15 décembre. Et le vendredi 20 mars, donc là c'est dans longtemps, mais c'est déjà calé, il y a le Braze Data Day qui aura lieu à Saint-Brieuc. Donc c'est une journée de conférence orientée data et IA. Alors, comme il y a pas mal de nouvelles personnes ce soir, je présente rapidement la communauté Python Rennes que Nicolas et moi avons lancée il y a 3 ans, je crois déjà maintenant. Je crois qu'on n'est pas loin du 3e anniversaire. Même l'inverse, c'est Luc et Nicolas. Oui, bref. Donc voilà, c'est une communauté plutôt orientée service numérique en Python et qui complète un peu les autres communautés existantes qui utilisent Python aussi, mais pour plutôt des objectifs data science. Donc ce groupe sur Meetup a atteint les 517 membres grâce à cette édition. On a un Slack sur lequel on partage la veille technique, des demandes d'aide, des propositions d'emploi, voilà un petit peu de plein de choses. L'organisation de ces sessions aussi, qui accueille 105 membres. Donc il y a le petit QR code là si vous voulez rejoindre ce Slack. Et enfin, on a 3 réseaux sociaux, un sur Mastodon avec 60 membres, Blue Sky 55 membres et un groupe LinkedIn avec 25 membres. Donc la veille technique est en général relayée sur Mastodon et Blue Sky. Sur LinkedIn, c'est plus seulement l'événementiel. Et je passe la parole à Nicolas. Et pour tous les meet-up, on nous a demandé, et aussi pour le Brescamp, on nous a demandé de mettre en place un tremplin. Donc je ne sais pas si vous connaissez le système du tremplin. Qui ne connaît pas ? Bon, la moitié. Donc le tremplin, c'est venu... Alors moi, celui que j'ai connu, le premier, c'était via l'Agile Tour. L'idée, c'est une soirée où on donne la chance à des nouvelles intervenantes qui sont coachés en amont. Cette soirée-là, les présentations s'enchaînent. À la fin, on vote pour, dans le public, quelle est la meilleure intervention. Et la meilleure intervention gagne une place pour aller présenter à la conférence suivante. Donc, c'est notamment organisé par Craft Records, je crois. Et on nous a demandé de mettre ça en place et je trouvais un petit peu dommage de limiter ça à une seule soirée, à un seul événement et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est qu'on va vous proposer du coaching. Alors c'est cette adresse-là, mais elle n'est pas encore en ligne, ça ne va pas tarder. Ça le sera pendant la conférence. On vous proposera de vous coacher pour préparer une intervention pour un meet-up. Et une fois que vous serez aguerri à la présentation orale, vous pourrez présenter les mêmes sujets au Brescamp parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, mais aussi dans d'autres conférences, peut-être d'Evox un jour. L'idée, c'est de vous rendre suffisamment à l'aise à l'oral, comme je le suis parfaitement maintenant.
Donc, si vous avez des idées de sujets, mais que vous souhaitez être coaché, n'hésitez pas à vous rendre sur cette page-là. Il y a une adresse email pour contacter l'équipe de coaching qui est en train de se monter. Et l'idée, c'est de mettre en place quelque chose de très, très cool. On n'a pour l'instant aucune règle. Ça se fera au fil de l'eau en fonction des besoins des personnes qui viendront pour se faire coacher. Top. Alors, donc sur ce Slack, il y a un canal Quad 9 dans lequel on partage de la veille technique. Et puis voilà, comme traditionnellement, on partage un peu cette veille-là en début de session avant d'attaquer le cœur des interventions. Alors concernant l'écosystème Python, il y a eu le week-end de la Toussaint début novembre la PyCon FR où a été fêté notamment les 20 ans de l'association française des utilisateurs et utilisatrices de Python. À Halloween, la version 3.9 de Python a été dépréciée, donc ça y est, pour toutes les personnes qui maintiennent des bibliothèques, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de Python 3.10 sans se dire que ça risque de casser d'autres projets. Des projets pas à jour peut-être, et pour justement redécouvrir les fonctionnalités qui arrivent au fil des versions majeures de Python, il y a ce site-là qui a été partagé, qui permet de voir voilà, en 3.10 qu'est-ce qui est arrivé, en 3.11 qu'est-ce qui est arrivé. Ça permet un peu de savoir ce qu'on peut utiliser en fonction de la version de Python qui est utilisée dans votre projet aussi, par exemple. Un tutoriel sur la personnalisation de la REPL Python. Donc c'est quand on tape Python dans le terminal et qu'on a une invite de commande pour taper des expressions, qu'on voit le résultat, etc. Cette boucle-là, où on peut écrire des commandes et voir le résultat, on peut la coloriser, rajouter des raccourcis clavier, des choses comme ça. Donc il y a Tryhunner qui a fait un article assez abouti là-dessus. La campagne de dons 2025 pour la Python Software Foundation touche bientôt à sa fin. Donc si votre entreprise ou vous-même souhaitez y contribuer, vous êtes les bienvenus. Il y a une difficulté cette année-là, c'est que habituellement le gouvernement des États-Unis finance la fondation Python, mais cette année ça a été soumis à la condition d'arrêter tous les programmes relatifs à l'inclusivité de la communauté Python, ce qu'a refusé la communauté Python. Donc on peut saluer cette décision, mais du coup c'est aussi 500 millions de dollars qui s'en vont. Donc voilà, du coup il y a eu un appel à un sponsoring plus élevé. Deux PEP qui ont été partagés, qui vont arriver dans Python 3.15, c'est la déstructuration. Donc c'est le fait de pouvoir dire que variable A virgule variable B égale mon tuple. Ça permet voilà, de déballer des valeurs directement dans des variables sans faire ma variable égale le tuple crochet 0, ensuite crochet 1, etc. Donc maintenant on va pouvoir en Python 3.15 utiliser ça dans des compréhensions de listes et des compréhensions de dictionnaires. En Python 3.15 arriveront aussi les lazy import qui vont permettre par exemple de ne charger vraiment un module qu'au moment où vous allez vous en servir explicitement dans votre code, ce qui peut être assez utile. Par exemple des fois dans des projets on veut importer PyTorch, on le met en haut, hop, on se prend quelques secondes de latence et si ça se trouve dans la fonction qu'on va solliciter dans notre module, on va pas s'en servir. Donc ce genre de lazy import, ça va pouvoir permettre de gagner du temps au démarrage, mais par contre d'avoir ces temps de chargement au runtime au moment dans l'exécution de votre code. Et d'ici la 3.15, il y a le lazy import il y a des alternatives au lazy import qui sont proposées dans cet article-là. Enfin, pour les personnes qui font leur veille tech sur Mastodon, vous pourrez trouver sur l'adresse fedidevs.com/s/mzk, c'est un raccourci, les profils Mastodon d'une vingtaine, trentaine de personnes qui sont soit core dev Python ou des personnes conférencières qu'on voit pas mal tourner, qui sont assez inspirantes. Concernant les bibliothèques qui ont été partagées, il y a le projet Func2Web qui génère un formulaire web qui nous permet de solliciter une fonction qui est définie dans notre code. Un tutoriel Pydantic qui est un framework de validation de valeurs qui est utilisé dans des applications comme FastAPI par exemple.
un tuto pour utiliser UV et Just pour lancer par exemple une suite de tests sur différentes versions de Python de votre bibliothèque, donc en remplacement de Tox ou Nox qui fait aussi ça. Un tutoriel sur les fixtures et les diversités d'utilisation de ces fixtures dans PyTest. Donc les fixtures, ça désigne des données de test qu'on va vouloir utiliser pour écrire nos cas de test. Donc si on a différents cas de test qui ont besoin d'un contact, par exemple, parce qu'on est dans une application de gestion de contact, et bien plutôt qu'à chaque fois de le recréer à la main dans notre cas de test, on peut le définir une fois pour toutes et puis l'importer dans nos cas de test. À propos de tests, avant de se lancer dans une grosse refonte sur un projet qui n'est pas trop testé, ce qu'on peut faire, c'est se lancer dans une approche Golden Record, c'est-à-dire que voilà, il y a une entrée qui arrive dans votre endpoint API, elle répond quelque chose, on enregistre ce résultat-là et ensuite on se lance dans la refonte et il ne faut pas que le résultat change. Voilà, et donc pour faire un peu ces snapshots de valeurs, il y a le projet Inline Snapshot qui existe, qui est utilisé aussi dans un projet Django qui s'appelle Inline Snapshot Django, qui permet de tester justement les requêtes SQL faites par Django à la base de données. Et si vous utilisez un peu du cache sur des fonctions assez gourmandes, il y a une bibliothèque qui s'appelle Disk Cache qui permet de stocker les valeurs qui sont renvoyées par votre fonction à l'exécution coûteuse et qui peut stocker ça dans une base de données SQLite locale et qui permet aussi de faire du locking inter-thread, inter-process. Donc voilà, une bibliothèque assez avancée. Côté services et outils Python qui ont été partagés, il y a le site PyPI Plus qui permet sur lequel vous avez un peu un rapport sur une dépendance que vous avez peut-être envie d'utiliser pour votre projet. Et ça vous en donne des informations, si je ne dis pas de bêtises, sur un peu l'activité du projet, ses dépendances, est-ce qu'il y a des vulnérabilités, etc. Donc quand on hésite un peu quand on cherche une bibliothèque à intégrer dans son projet, on peut utiliser un peu ce site-là pour comparer différentes bibliothèques candidates à l'utilisation et sélectionner celle qui vous paraît la plus à jour, la plus active. Voilà. Différentes choses autour de Django qui fête ses 20 ans aussi. Je dis aussi, je sais pas pourquoi je dis aussi parce que j'ai pas 20 ans. Mais voilà, il y a eu une enquête qui a été publiée par JetBrains sur tout l'écosystème Django. Voilà, que dont vous pouvez retrouver les résultats à l'adresse indiquée. La version 6.1 va s'équiper d'un outil qui facilite la détection de requêtes N+1. C'est typiquement le genre de cas où vous voulez avoir des informations détaillées sur N entrées dans votre base de données. Et il y a la première requête qui sélectionne les ID de vos enregistrements et ensuite N requêtes qui arrivent pour avoir les détails sur chacune de ces requêtes-là. Ça c'est un peu un anti-pattern parce qu'on préférait plutôt faire une requête unique qui groupe tous ces résultats. Et un outil, LinkedIn, que vous pouvez lancer via un Dockerfile ou un Docker Compose, qui lance une application de gestion de bookmarks et qui s'accompagne aussi d'extensions pour Chrome ou pour Firefox, où en interagissant directement avec votre navigateur, vous pouvez avoir le bookmark persister dans cet outil-là. Deux outils CLI ensuite qui ont été partagés. Un premier qui permet de copier-coller du contenu depuis votre ordinateur vers un serveur distant via du SSH ou du SCP. Et un autre qui embarque plutôt un client HTTP qui va vous lui donner une requête à faire et ensuite il va vous afficher une décomposition des différents temps de latence, d'arrivée du premier octet, d'arrivée du dernier octet, etc. Et enfin, un service web qui propose un environnement collaboratif Python. Donc on peut via une URL partager en fait le même code et à distance en visio, chacun peut éditer. Puis on voit un peu à la même manière d'un Google Doc les contributions des personnes se faire collectivement. Donc c'est plutôt pour faire du développement basique. Typiquement, si vous faites de la formation ou des choses comme ça, ou pour poker des choses, ça peut être un outil intéressant.
Quelques ressources côté partagé sur les pratiques de code en Python. Un article assez intéressant qui parle de qu'est-ce que c'est que le bon goût en ingénierie logicielle et qui définit ça comme étant le choix des valeurs techniques, la lisibilité du code, la couverture de test, la documentation, tous ces critères un peu, toutes ces valeurs techniques-là, en fait, faut associer leur niveau d'exigence par rapport au projet qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est un article qui ne parle pas spécifiquement de Python, mais qui est assez intéressant pour aborder un peu ces notions-là en équipe. Un article sur les usages avancés des annotations de typage en Python, ce qui me permet de faire de la pub pour la rediffusion d'une ancienne session de Python Rennes qui parlait justement de Python et de la magie du typage statique, que je vous invite à voir ou à revoir. Et quelques infos de cybersécurité. Donc il y a eu il y a 1 ou 2 mois une cyberattaque qui s'appelle Shai-Hulud qui concerne un peu l'exfiltration de secrets dans vos GitHub Actions. Donc c'est une vulnérabilité qui est apparue plutôt par l'écosystème NPM, mais si vous travaillez sur un monorepo qui a du JavaScript et du Python, si jamais vous utilisez des tokens dans vos applicatifs Python, vous êtes exposé éventuellement à ce risque-là. Donc cette publication de blog a été rédigée par la personne spécialiste en cybersécurité de la Python Software Foundation, et il décrit un peu quelles sont les vulnérabilités, qu'est-ce qu'il faut auditer, avec quels outils on peut auditer sa base de code pour savoir si on est exposé à cette vulnérabilité-là ou non. Et enfin, OWASP a publié un top 10 des vulnérabilités les plus critiques qui ont été découvertes ou révélées en 2025. Donc voilà, c'est des vulnérabilités type injection de code, arrivée de code malicieux par les dépendances de dépendance, donc ce qu'on appelle la supply chain, etc. Et pour clore ces actualités, une petite rubrique data avec différents frameworks web. Donc c'est des frameworks pour faire des applications plutôt de data viz, des applications un périmètre assez réduit, mais tout en Python. Et donc il y a NiceGuy qui passe en 3.0 et Gradio qui passe en 6.0. Et ça permet aussi de rappeler qu'on avait fait une session dédiée aux outils Streamlit, NiceGuy et Gradio, que je vous propose pareil de voir et revoir. A été partagé aussi sur le sujet de la data visualisation une conférence de Chris Jenkins et Pandas qui arrive bientôt en version 3. Voilà pour les actus. Et merci pour votre attention. Et oui. Oui, Django 6.0 qui est sorti. Vu que j'ai le micro, je répète l'actualité. Voilà. Merci de votre attention. Et puis, la première conférence peut commencer. On accueille Michel sous un tonnerre d'applaudissements. Quand même. Ouais. Ok. C'est bon, on peut y aller. Tout le monde est OK? Bonsoir. C'est super de revenir ici pour une nouvelle présentation et puis surtout, comme le disait Luc, de voir plein de nouvelles têtes, puis aussi des têtes un petit peu plus connues, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais vous parler ce soir de diverses stratégies que je peux mettre en place pour pouvoir coder, même quand l'environnement n'est pas forcément propice à ça. Moi, je suis Michel, je suis data engineer dans une société qui s'appelle Rocket Marketing, qui a 2 entités, Reach et Rocket Links, qui fait soit de l'influence marketing, soit du SEO. Et voilà, à ce titre, je suis amené à manipuler plein de données, à faire du développement.
mais j'en fais aussi en dehors de mon travail. Voilà, j'ai un repo GitHub où vous pouvez aller consulter les divers projets que j'ai en ligne. Voilà, il y en a eu qui ont été présentés même dans le cadre de ce meet-up. Et on va de suite rentrer dans le feu de l'action. Voilà, comme je le disais, le but c'est de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut faire quand on est au bureau, quand on a son poste de travail. On a son environnement qui est correctement configuré, donc tout est prêt pour pouvoir développer. Mais parfois, on peut être dans des situations où on n'a pas son ordinateur à portée de main et on aimerait quand même pouvoir coder, ne serait-ce que lorsque il y a une idée qui nous vient en tête. Ça se programme pas, ça peut arriver à n'importe quel moment et puis dire j'ai envie de tester ça, vite, il me faut un ordinateur. Donc ça c'est le premier cas, qui est le cas le plus basique en fait, c'est que je vais avoir à ma disposition un ordinateur tiers d'un ami, d'un développeur, d'un voisin, même un vieil ordinateur. En tout cas, je pars du principe que je vais pouvoir installer quelques petites choses dessus. Et là, je vais vous redonner une astuce qu'on vous avait déjà donnée dans le cadre des précédents meet-up. Parce que donc il s'agit de pouvoir coder en Python. Donc on n'a pas nécessairement un interpréteur Python, en tout cas avec la bonne version, sur le poste de travail en question. Le moyen aujourd'hui de l'installer hyper facilement, c'est d'utiliser UV. On en parle quasiment maintenant à chaque meet-up et moi je sais que je suis assez fan de cet outil. Avec UV, à partir du moment où il est installé, ou alors on se l'installe facilement avec une commande, il y a un moyen très simple, sans aller détruire en fait l'environnement qui nous entoure, d'aller installer un interpréteur en étant dans un environnement virtuel qui va lui être propre. C'est la commande qu'on voit --isolated, en ne laissant rien dans le cache de ce qui a été téléchargé. Comme ça, on laisse le disque à peu près propre. Donc ça, c'est la commande no cache. Alors bien évidemment, si on veut pouvoir bénéficier du cache, on fera sauter cette commande. Et puis ensuite, il suffit d'indiquer l'interpréteur, enfin la version de Python que l'on souhaite utiliser. Là, c'est --Python. Et puis là, pour le coup, c'est la dernière version, la 3.14. Et ensuite, la commande. Et la commande, c'est tout simplement Python qui va nous lancer un REPL avec lequel on va pouvoir travailler. Il y a même un moyen encore plus simple, si la machine en question a déjà Docker, c'est d'aller installer un conteneur qui est fourni par Astral, qui contient déjà UV, donc on n'a même pas besoin de faire la commande. Puis du coup, là je suis déjà dans ce conteneur. On peut le mettre en plus gros. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il n'y aura pas beaucoup de commandes d'effectuer de toute façon, mais c'est vrai que c'est plus agréable. Et donc là, je me retrouve directement dans un interpréteur. Et puis, sans surprise, je peux taper le code qui m'intéresse. En plus, vous voyez, là, avec l'interpréteur, avec le REPL plutôt 3.14, on a de l'auto-annotation, du color coding, etc. Donc c'est plutôt sympa, et puis on peut même revenir sur l'intégralité de notre bloc. Donc voilà, puis ensuite, libre à nous d'aller coder les idées qui nous souhaitent, et essayer des petites fonctions, des petites choses. Ça peut même être tout simplement, moi parfois, j'oublie comment je fais du slicing un petit peu évolué. Donc, je vais dans un REPL comme ça et le tour est joué. Donc là, rien de révolutionnaire. Je pense que vous connaissez déjà à peu près tous la tactique. Il y a une autre commande aussi éventuellement, si vous voulez vraiment être en mode Boy Scout, c'est de faire un UV cache clean derrière qui va vous supprimer tout le cache, mais enfin pas que le vôtre, du coup, tout ce qu'il y a eu avant. C'est une bonne petite astuce aussi, notamment si vous voulez faire un petit peu de place sur votre machine. Bon, ça c'était vraiment le cas simple. On a une machine à notre disposition. Mais maintenant, on va passer à l'épisode numéro 2, où là la situation se corse un petit peu plus. C'est comme dans les blockbusters, à chaque nouvel épisode, la situation est de plus en plus terrible. Et là, en l'occurrence, j'ai toujours accès à un ordinateur. Par contre, c'est pas le mien, je peux rien faire dessus. J'ai un navigateur. À la limite, je peux même être dans un cybercafé ou quelque chose comme ça, mais j'ai juste ce navigateur-là. La première chose,
Première tactique, c'est de me dire, tout à l'heure, je parlais d'avoir une machine à disposition. Je vais essayer d'avoir une machine, mais dans mon navigateur. Et il y a un petit projet assez sympa pour ça, qui s'appelle WebVM, et qui propose en fait une distrib Linux, et donc avec un Python dedans, direct, tout en WebAssembly, directement dans votre navigateur. Donc on va pouvoir faire du Python, mais on va même pouvoir faire du Bash aussi. Puis même si vous le souhaitez, vous pouvez faire un sudo RMRF sans rien risquer. Je sais qu'il y en a certainement ici dans cette salle qui ont toujours rêvé de le faire, mais sans vraiment oser vraiment le faire. Là, vous pouvez. Bon, par contre, après, il faut fermer l'onglet et le rouvrir. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, voilà, sans surprise, c'est une machine. Oui, c'était plutôt Python 3. Mais là, j'ai l'impression qu'il a un petit peu de mal. Oui, voilà, on y est. Et puis, on est vraiment dans du Python classique, import vis, etc., etc. Alors, par contre, l'inconvénient de cette machine, c'est qu'elle est coupée du réseau. Alors, avec Tailscale, je peux établir un pont. Mais bon, ça commence à devenir un petit peu tordu. Par contre, pour rapidement aller tester des choses, assez pratique d'ailleurs si on souhaite pas faire que du Python, mais aussi avoir un petit script bash à côté qui va aller appeler un script Python, on peut travailler dans cet environnement sans aucun problème. Donc c'est assez pratique. Mais là, à mon sens, j'étais pas encore dans quelque chose. Enfin, je ne suis pas encore dans quelque chose de suffisamment intégré. C'est une machine, je dois lancer l'interpréteur. La deuxième solution, et celle-là je l'utilise personnellement énormément, c'est d'utiliser Paiodid. Alors Paiodid, je ne sais pas si vous connaissez ce projet. En fait, c'est une distribution Python pour le navigateur, donc c'est en fait le portage de CPython en WebAssembly. Ce qui fait que dans votre page HTML, vous pouvez invoquer Paiodid et avoir du code Python ou, bien évidemment, avoir des choses plus évoluées qui tournent, comme encore une fois, le REPL. Alors là, l'adresse, c'est celle-ci. Les slides seront mises à disposition parce qu'elle est assez longue. Moi, d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que dans mon navigateur, j'ai créé un raccourci. Je fais REPL au niveau d'un onglet et hop, de suite, ça m'ouvre mon REPL. Là, on est dans un environnement qu'on connaît, parce que c'est exactement le même. Encore une fois, on y est. Si on veut s'amuser un peu, toc, import braces, donc voilà. Hop, il m'a manqué un petit underscore. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce petit easter egg ou si vous demandez d'importer des accolades. Il vous retourne not a chance. Donc voilà, Paiodid, c'est plutôt vraiment intéressant. La chose que ça apporte en plus, et qu'on n'avait pas tout à l'heure, c'est qu'on peut installer des packages aussi avec pip. Sauf que là, la commande, elle est un petit peu différente. Ça s'appuie sur un module qui s'appelle micropip. Et ensuite, donc on l'importe. Donc on va retourner. Alors on me demande de. Voilà. Donc il suffit de faire import micropip. Voilà, donc ça c'est le nom du package. Ensuite, il y a une petite astuce, c'est qu'on est on est dans un navigateur, donc on est en mode asynchrone, donc il faut faire un await micropip, ensuite install, et le nom du package. Alors ça va m'importer, ça va m'installer le package. Ça ne va bien évidemment fonctionner que si le package que j'importe et que j'installe surtout n'a aucune dépendance autre que du pur Python. Ou alors des dépendances qui sont en WebAssembly. Donc par exemple, avec DuckDB, pour faire de la manipulation de données, vous allez pouvoir le faire parce que DuckDB a des wheels derrière en WebAssembly. Et puis ensuite, alors j'ai mon petit pense-bête pour ne rien oublier. Voilà. C'est ça, juste pour vous montrer qu'on peut utiliser ensuite les commandes de Python. Enfin des packages importés. Voilà, j'ai une commande tprint et puis tprint, pop,
Voilà, magnifique. En plus, on peut faire de la ski art. Ça pourra vous servir pour d'autres projets. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez compris le principe. Il y a une autre chose aussi qui est très intéressante par rapport à WebVM que l'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on peut effectuer des requêtes HTTP. Donc là, je ne vais pas vous faire la démonstration. Vous avez le code, mais il suffit d'importer le module request, d'invoquer n'importe quelle librairie, enfin n'importe quelle URL, et vous allez pouvoir effectuer les appels vers l'extérieur. Alors attention cependant, parce que moi je me suis fait avoir au début, moi mes navigateurs ils sont truffés d'adblockers et de choses comme ça, ça bloquait aussi ces appels sortants. Donc voilà, ajouter une exception pour cette URL ou le désactiver carrément pour cette URL. Paiodide, moi je sais que je l'utilise énormément quand j'ai besoin d'aller taper, tester des petites choses rapidement. Il y a par exemple une commande, je ne sais plus trop comment l'utiliser, j'utilise avec ça directement. Je préfère en fait aller dans le navigateur plutôt que de lancer un REPL dans un terminal. Bon, ça c'est un choix. Le problème du REPL, c'est que quand on commence à vouloir élaborer des idées un petit peu plus complexes, qui nécessitent un peu de revenir en arrière, de faire des allers-retours, ce genre de choses, ça devient moins pratique. Avant ça, il y a d'autres solutions, excusez-moi. Il y en a une d'ailleurs que dont Luc vient de parler dans ses news, qui est PyTogether, qui se présente comme un Google Doc pour Python, qui est très bien d'ailleurs pour faire de l'apprentissage en ligne avec écran partagé, puisqu'avec un petit stylo, on peut aller souligner les choses. Non, là, tu vois, tu aurais dû faire comme ça, etc. Donc c'est plutôt sympa. Par contre, c'est très limité en termes de modules. Il n'y a même pas l'intégralité des modules qui sont livrés avec CPython. Et autrement, parmi tant d'autres, il y a Python Fiddle qui s'appuie, enfin tous les deux s'appuient sur Paiodide d'ailleurs. Qui propose aussi un IDE. Mais comme je le disais, quand on veut commencer à travailler sur des projets un peu plus élaborés, le REPL est un petit peu limité. Et là, il y a une autre solution, et c'est d'ailleurs maintenant celle que j'utilise beaucoup plus que Paiodide. Bon, ça dépend, mais quand je veux faire des choses un peu plus avancées, et c'est Marimo. Marimo, Luc l'avait utilisé lors de sa dernière présentation qui portait sur le typage statique, mais la présentation de Luc, c'était sur un genre de parseur de JSON, enfin de dictionnaire. Mais ce qu'avait utilisé Luc, en fait, c'était la technologie dans un conteneur Docker qui tournait sur sa machine. Mais là, souvenez-vous, on n'a que le navigateur. Ce qui est génial, c'est que Marimo, qui est donc une solution qui propose en fait une nouvelle formule de notebook Python, mais avec un concept un petit peu autre que ce qu'on peut connaître avec Jupyter, Marimo fonctionne aussi dans le navigateur avec Paiodide derrière comme kernel. Et donc, du coup, on se retrouve dans un environnement qui est plutôt sympa et dans lequel on va pouvoir faire plein de choses. Là, c'est mon abonnement. Vous voyez que j'ai même commencé à avoir des applications, des proof of concept, etc. Parce que parfois, il peut m'arriver de coder plusieurs heures dans cet environnement pour aller élaborer des solutions. Ça peut aller assez loin. On pourrait faire un meet-up rien que sur Marimo, en fait, tellement la solution est vraiment géniale. Et j'ai l'impression d'être en train pas mal de supplanter Jupyter. Voilà des petites choses que moi, je me suis amusé à développer comme ça, sur le canapé. Parce qu'il pleuvait, entre autres. C'est un playground Jinja, où en gros, alors ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut avoir un mode application. Jinja, vous connaissez le principe, c'est du templating qui va pouvoir nous générer derrière un fichier en destination. Jinja, c'est une librairie qui, fort heureusement, est en pur Python, et donc on peut aller intégrer dans le navigateur. Et je me suis amusé à faire une petite application où voilà, j'ai chargé un exemple de playground. Ce n'est pas assez grand, voilà. Un petit peu de JSON data, et puis quand j'appuie sur un bouton, boum, ça me donne le résultat. Et puis avec toutes les configurations avec lesquelles je peux m'amuser, etc. Tout ça, c'est fait avec Marimo.
je suis dans mon navigateur. Ce projet, je le modifie là, je vais sur une autre machine, je me reconnecte avec mon compte, je le retrouve. Donc c'est aussi ça l'intérêt de Marimo, c'est qu'on va avoir une persistance de son travail. Là où avec les solutions précédentes, c'était juste du one-shot et puis après on poubellise tout ça. Je vous invite vraiment à aller voir cette solution. Il y a aussi une partie qui permet de faire un peu de manipulation SQL avec des magic cells, un peu comme ce que l'on retrouve dans Jupyter. Mais c'est vraiment hyper pratique allez l'utiliser. En tout cas, voilà, moi c'est la solution que maintenant j'ai tendance à utiliser de plus en plus lorsque je pense à des choses et puis que voilà, je peux commencer à construire des débuts de projet. Il y a une autre raison pour laquelle je l'utilise aussi, c'est que moi, à titre personnel, j'ai un vieux MacBook Pro de 2013 avec 8 Go de RAM et deux cœurs qui ne sont pas cadencés extrêmement rapidement, et donc avec un vieux système. Et là, quand je veux lancer VS Code depuis ma machine, ça prend 1 minute, voire un peu plus pour avoir de mon environnement. Donc si j'ai une idée et dis « Ah, je vais vite, je vais la coder, j'ai mon ordinateur perso », je lance VS Code et puis là, j'attends. L'idée, elle a le temps de partir entre-temps. Alors qu'avec Marimo, je suis dans le navigateur, ça met quelques secondes à se charger et ça fonctionne sans problème. Donc c'est une autre des raisons qui m'ont poussé à aller de plus en plus vers Marimo. Et maintenant, pour que j'aille dans VS Code sur mon ordinateur perso, voilà, il faut que ça soit sur un gros projet qui est déjà bien entamé. Donc ça peut aussi servir à ça. La solution suivante, justement, lorsqu'on est sur un projet GitHub en l'occurrence, qui nécessite d'être maintenu, c'est d'utiliser la solution qui est proposée par GitHub qui s'appelle CodeSpaces et qui permet littéralement d'avoir un dev conteneur avec un VS Code dans son navigateur. Je vous ai mis quelques captures d'écran ici, mais je vais même faire mieux, c'est qu'on va aller directement sur mon repo, sur un de mes petits projets, alors qui date, qui permet de convertir, de réaligner des tables en Markdown ou de convertir des CSV en Markdown. Et donc, il y a un petit icône ici qui s'appelle Code, CodeSpace. Donc, là, je l'ai déjà créé parce que autrement, le bootstrapping peut prendre un petit peu de temps. Et puis ensuite, on se retrouve avec un VS Code dans le navigateur. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'utilise énormément aussi, vscode.dev, pour faire comme éditeur de texte, en fait, ou éditeur JSON dans le navigateur. Ah, il est arrêté. Bon, j'espère qu'il ne va pas mettre trop de temps à se redémarrer. Mais en tout cas, voilà, si vous utilisez VS Code avec DevContainer, c'est exactement la même chose, mais dans votre navigateur, vous voyez qu'il y a même les extensions qui permettent d'avoir des couleurs, ce genre de choses qui s'affichent. On a le rendering Markdown qui fonctionne. On a bien évidemment tout ce qui est IntelliSense, Code Completion, parce qu'on a aussi des extensions. Alors pas toutes, il faut que les extensions soient validées pour vscode.dev. Celles de Python le sont notamment. Et ça va même plus loin parce que donc bien évidemment on peut coder comme dans un navigateur normal, mais c'est qu'on peut même faire du debugging directement dans le navigateur. Là vous voyez, j'ai mis un point d'arrêt le temps que ça se lance, et puis je peux faire du pas à pas avec des BugPy à qui j'ai indiqué de m'afficher en plus les valeurs à côté. Et puis comme on est dans quelque chose qui est similaire, qui est vraiment un VS Code, je peux aussi j'ai aussi un shell à ma disposition pour aller faire du test. Là ici, je pipe en fait un CSV vers mon projet. Donc voilà, extrêmement pratique. En mode gratuit, on ne bénéficie que d'un crédit limité, mais qui est déjà suffisant si on doit aller faire une petite retouche sur un projet. Par contre, si le but c'est de en permanence travailler dans votre navigateur, là il faudra passer à une version payante. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant, en tout cas si vous êtes déjà dans l'environnement VS Code et que vous êtes sur un projet GitHub.
Il y a d'autres solutions qui sont à peu près similaires si vous voulez vous affranchir de la dépendance à GitHub. Il y a Replit. Et qui existe aussi en application sur l'Apple Store et le Google Play Store, donc ça peut être aussi sympa. Bien que moi je l'ai beaucoup utilisé à une époque, là j'y suis revenu récemment. Ils ont complètement pivoté au niveau de leur stratégie. J'ai même pas réussi à comprendre comment créer un fichier direct. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse du vibe coding en fait pour aller générer une infra. Donc moi, à titre perso, je pense pas que j'y retournerai. Voilà, et le cas numéro 3, je vous l'avais promis, hein, ça va de pire en pire. Là, vous n'avez pas d'ordinateur et vous n'avez pas d'accès à Internet. Et pourtant, vous voulez continuer à coder. Un exemple typique, vous vous retrouvez bloqué dans un repas de famille avec votre oncle qui commence à complètement délirer. Vous êtes au fin fond de la campagne et donc il n'y a pas de Wi-Fi. Mais vous avez votre téléphone portable. Et il y a 2 super applications que j'utilise. Alors la première, pour reprendre le principe du supercomputer, ça s'appelle ISH, qui est un shell Linux sous iOS. Et bien évidemment, vous pouvez aller installer un interpréteur. Je vous ai même mis la commande ici. Hein. Là, c'est un APK à effectuer. Et puis, une fois que vous avez votre interpréteur Python, vous allez pouvoir faire du Python en mode REPL, comme ce qu'on a fait précédemment. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez aussi faire du bash, d'ailleurs, ce genre de choses. C'est pas mal, mais c'est pas encore assez évolué, parce que, comme je vous l'ai indiqué, on peut ne pas avoir de Wi-Fi. Or, souvent, on a besoin de librairies comme NumPy, comme Panda. Voilà, des librairies qui sont ultra génériques, hein, qui sont les mêmes, qui sont préinstallées généralement d'ailleurs quand on va travailler sur des notebooks. C'est le cas avec Marimo, c'est le cas avec Google Colab aussi, par exemple. Et il y a une autre application qui s'appelle Ushell. Alors, ces 2 applications sont sur environnement iOS. Il n'y a pas d'équivalence à ma connaissance sous environnement Android. Mais Ushell, en fait, c'est pareil, c'est un terminal, sauf qu'il est très orienté développement Python, et donc il y a plein de librairies Python qui sont déjà préinstallées. Il y a même FFmpeg aussi qui est préinstallé, etc. Enfin, si vous voulez faire du traitement vidéo, ce genre de choses. Et c'est vraiment assez excellent. Alors, j'avais prévu de vous le montrer en live avec un outil de partage, mais ici, je ne sais pas pour quelle raison, c'est l'effet démo. Ça ne fonctionne pas, donc je pourrais vous le montrer après directement sur le téléphone. Mais là, vous avez une capture d'écran, donc vous pouvez vous rendre compte de ce à quoi ça ressemble. En plus, cerise sur le gâteau, c'est développé en France par un développeur de Grenoble, donc plutôt sympa. Et on peut faire plein de choses en étant complètement déconnecté. Bien évidemment, si vous êtes aussi connecté, vous pouvez faire des choses. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a un peu plus d'1 an de ça, j'étais en Crète, en vacances. Dans la Pampa. Bon, j'avais un petit accès quand même à Internet et je devais, les vacances s'achevaient, il fallait rentrer. Donc j'allais bientôt prendre l'avion. Et là, je disais, mince, 3 heures d'avion, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je suis crevé, j'ai pas envie de lire tout ça. Je me regarderais bien une vidéo du Meetup ou de Brestcamp. Je suis allé sur cette application-là, j'ai installé YouTube DLP, que vous devez probablement connaître, qui est un outil pour aller télécharger des vidéos YouTube, mais pas que. J'ai ensuite, je suis allé rechercher sur la chaîne YouTube, l'excellente chaîne YouTube du Brestcamp, une session qui m'intéressait, ou même plusieurs. J'ai téléchargé la vidéo. Bon, je vous avoue, ça a pris un peu de temps, mais ça a fonctionné. La vidéo était en local, et puis ensuite, dans l'avion, j'ai pu la regarder sans aucun problème. Donc voilà, j'ai pu utiliser aussi cette fantastique application là-dessus, dans ce cas de figure. En tout cas, voilà. Je vous ai vendu Marimo tout à l'heure. On dit, ouais, mais Marimo dans le navigateur. Alors là, à partir du moment où on a un accès, hein, comme il l'indique, c'est pas complètement supporté. Voilà, il y a des petites choses qui fonctionnent pas trop. Ça marche quand même parce que pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai codé quelques lignes dessus parce que j'étais dans une situation que je ne vous détaillerai pas, mais où je ne pouvais pas coder autrement que là-dessus. Donc ça fonctionne, c'est pas super pratique. Mais bon,
J'avais une idée en tête et il fallait absolument que je me libère de cette idée. Puis voilà, peut-être qu'un jour, ils le supporteront un petit peu mieux. Et voilà pour ce que j'avais à vous dire. Et puis, comme l'a dit un grand philosophe grec de l'Antiquité, coder, c'est comme respirer. Hein. Si on se retient, on risque l'asphyxie. Et donc, voilà, moi, j'espère qu'avec cette présentation, un peu comme les plongeurs qui ont toujours des bouteilles d'oxygène pour les cas d'urgence, je vous aurais donné quelques trucs et astuces qui vont vous permettre de vous tirer de toutes les situations, ce qui va vous permettre de coder n'importe où, n'importe quand. Voilà, j'en ai fini. Merci à vous. Vous avez des questions? Bonjour. Ma question, c'est parce qu'au tout début, vous avez utilisé Docker pour utiliser Python. Et bon, je suis un peu un débutant en Docker, mais je me pose la question, pourquoi ne pas prendre l'image de Python directement et passer par... Le but, c'était juste de montrer l'utilisation d'UV, en fait. Ah, d'accord, ok. Voilà, comme si je me retrouvais sur une machine où, vierge de toute installation. Alors, c'est vrai que généralement, sur un Linux, il y a une certaine version de Python. Voilà, la démarche était plus celle-là. Effectivement, à partir du moment où on a Docker, autant aller directement sur l'image qui nous intéresse. Ok, c'est ma question. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Sur les outils que tu nous as présentés en ligne, est-ce que tu as des informations sur leur business model et ce qu'ils font du code que tu saisis en les utilisant? Alors, sur WebVM, c'est purement un projet open source, il n'y a pas de business model. C'est vraiment même un proof of concept, donc on n'est pas à l'abri que dans 6 mois, ça n'existe plus. Hein. Là, c'est vraiment des développeurs qui ont voulu s'amuser. Paiodid, là aussi, on est complètement sur de l'open source. Marimo, ils ont un business model qui est gratuitement, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Et puis ensuite, on peut passer en modèle payant si par exemple, on veut que nos notebooks soient hébergés sur une solution qui permette un peu plus le passage à l'échelle. Ils ont annoncé il y a quelques temps d'ailleurs quelque chose qui s'appelle, je ne l'ai plus en tête, mais c'est Marimo. C'est Marimo Cloud, il me semble. Je vais vous le trouver. Tac, j'ai dans mes notes. Non, Molab, voilà. Qui va permettre d'exécuter aussi des notebooks, mais plutôt dans le cloud. Donc là, je pense que leur business model est plus éventuellement dans le fait de faire basculer des personnes sur une partie hébergée. Mais voilà, il faudra aller regarder plus dans le détail. Et puis, GitHub Code Spaces, là, le business model, on le connaît. Je pose la question aussi parce que de nos jours, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de modèles freemium qui se servent du code pour entraîner des modèles et du coup bénéficier. Alors là, pour ce qui est de Paiodid et de Jinja avec le kernel Paiodid, comme tout tourne dans le navigateur, le code, il ne le voit jamais. Alors, sauf que là, comme je suis sur mon abonnement, le code, il est hébergé chez eux. Peut-être qu'ils l'utilisent, ça, je ne peux pas le dire. Effectivement. Mais autrement, pour ce qui est des tentatives en local, voilà. Je fais la blague de Luc, t'as pas lu les 15 pages de Term of Conditions avant de... Non, je préfère coder direct. Puis peut-être que pour les questions suivantes, on pourra voir ça après la présentation, si ça vous dit. Comme ça, on va laisser la parole aux autres personnes. En l'occurrence, c'est Martin.
Et donc, toujours sur la data, moi plutôt chez Rocket Links, donc plutôt côté SEO. Et je vais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir, chaîne d'intégration continue sur Python. Alors je vais commencer par une petite question. Moi je me souviens au tout début quand j'ai commencé à coder en entreprise, c'était il y a bien longtemps, il y avait des choses comme des crons qui check-outaient des trucs, qui check-outaient des repos SVN, qui essayaient de faire tourner des tests et d'envoyer des mails. Et ensuite, il fallait se connecter à distance sur le serveur pour voir les logs. C'était pratique pour voir si des choses cassaient, mais c'était pas hyper pratique au quotidien. Et puis après, arrivé Jenkins, et c'était merveilleux. Et petit à petit, tous ces concepts d'intégration continue et de déploiement continu sont arrivés dans l'industrie, se sont déployés. Et maintenant, on a des choses assez matures. Et je me demandais, vous, si vous devez faire votre liste au Père Noël de vos projets Python, qu'est-ce que vous attendez d'avoir dans votre chaîne d'intégration continue? Exécutés au moins une fois. Des tests qui soient exécutés au moins une fois. Oui. Des tests plutôt stables, plutôt facétieux. D'autres idées? Du linting. Du déploiement, des choses comme ça. Alors moi, ce que je vais vous présenter, c'est un composant GitLab, c'est-à-dire à partir du moment où on a son projet sous GitLab, en quelques lignes de code, 5 je crois, on peut avoir un peu tout ça. Alors du build, qui supporte tout un tas de systèmes de build, tous les systèmes de build à peu près répandus dans l'écosystème Python, tous les outils de qualité de code, donc on parlait de linting. Donc ça peut être du linting, du formatage, du typage, les règles SonarQube, etc. Aussi de la sécurité, analyser dans ces dépendances si on a des vulnérabilités. Ça fait aussi partie des choses un peu classiques de la CI. Et bien évidemment les tests. Alors ce truc-là, il supporte unit test qui est le truc standard embarqué dans Python, PyTest qui est le plus répandu, et Nostest que je ne connais absolument pas, mais qui est supporté aussi. Et le plus intéressant que je trouve, en tout cas moi pour mon cas d'utilisation, c'était pour publier des redistribuables versionnés. C'est-à-dire que dans la CI, elle se charge de faire l'augmentation de version et l'augmentation de version, mettre des tags correspondants, les tags correspondants dans Git et le configurer et publier le redistribuable sur un repo distant. C'est toute une gymnastique de faire ça avec Git. Le faire manuellement, c'est un peu pénible et c'est sympa quand la CI le fait. Et c'est encore plus sympa quand on n'a pas à coder cette gymnastique soi-même. Donc ça c'était pour la petite liste au Père Noël, la petite hotte. Mais si je reviens un petit peu en arrière, qu'est-ce que c'est finalement ces composants GitLab? Donc là, ce que je présente, c'est une stack qui s'appuie évidemment sur Git. Git, tout le monde connaît un peu, je suppose ici, pour les développeurs, c'est un peu la référence des outils de version de code. Là, 90-99% des projets encore maintenus s'appuient sur Git en général. Donc ça, c'est le moteur pour la version de code. GitLab, ça c'est une plateforme web qui sert à faire de la collaboration entre les développeurs, tout un tas de fonctionnalités autour de la collaboration sur la production de logiciels. Donc là, ce n'est pas forcément la référence. On parle aussi beaucoup de GitHub qui existe. Donc il y a GitLab qui est une alternative également très répandue, surtout en entreprise, parce que historiquement, c'était celle qui est la plus facile à installer sur ses propres serveurs. Et
et qui proposait beaucoup d'automatisation, mais les deux solutions peuvent s'utiliser concomitamment ou exclusivement. Et, en tout cas, c'est quelque chose d'assez répandu, GitLab, que certains d'entre beaucoup de gens connaissent. Qui servent à... Et qu'est-ce que c'est qu'un GitLab Component, finalement? C'est quelque chose de beaucoup plus récent. C'était que quand on fait une CI GitLab, en général, on peut coder du petit scripting à la main. Donc, comment on code du petit scripting à la main? On cherche sur Internet, on fait des copier-coller. Hein. Ou on demande à l'IA, non? Et, enfin, on peut coder ces petits scripts, et puis quand on se rend compte qu'on fait un peu trop de copier-coller, on peut faire ce qu'on appelle un peu de templating et importer ces templates. Donc ça, c'est ça que j'essayais de montrer dans ces slides. C'est souvent, voilà, dans les projets, si on analyse un petit peu, il y en a la moitié, c'est des choses, de la CI, c'est du code, c'est des scripts écrits à la main. L'autre moitié, ça importe des choses qui existent sur des templates. Et il y a une petite chose qui est en train d'arriver, c'est les composants. Finalement, les composants, c'est quoi? C'est juste un template, mais avec ce petit truc en plus qui est un peu comme les librairies Python qu'on peut installer maintenant. C'est-à-dire que c'est pas juste un fichier. C'est qu'il y a un système de versionning, il y a un système de test, il y a un système de redistribution, il y a un système de vérification de qui a vraiment publié ce template. C'est un peu l'équivalent de le GitLab Component, c'est un peu l'équivalent de PyPy pour Python. C'est pour avoir un ensemble de scripting de pipeline CI, de chaîne d'intégration CI, qui soit redistribuable. Et celui que je vous présente, c'est le composant Python, puisqu'on est dans le meetup Python. Qu'est-ce que c'est que ce composant? C'est un composant open source qui est plutôt mis en avant par GitLab, donc open source sous l'organisation To Be Continuous. To Be Continuous, honnêtement, c'est principalement Orange qui contribue dedans, mais il y a aussi d'autres contributeurs. Il n'y a pas d'autre business model que les contributeurs contribuent à ce composant. Ce que je voulais, oui, donc ces composants, ils sont disponibles dans ce qu'on appelle le catalogue de gitlab.com. Donc si vous êtes sur gitlab.com, on peut simplement l'utiliser en le déclarant. Si on a sur un GitLab on-premise, c'est-à-dire un GitLab installé chez soi, il faut déjà une version relativement récente, la version 17. Et en plus, quand on a un GitLab chez soi, l'idée c'est quand même d'être un peu cloisonné. Donc on n'a pas par défaut tout ce que les gens ont publié sur gitlab.com. Si on veut les avoir, il faut configurer un miroir vers ce catalogue de composants. Et qu'est-ce qui est inclus dans ce composant, finalement, par défaut? Eh ben, par défaut, quand on pousse une branche, on peut avoir les différentes choses de build, de test, de qualité de code lançables manuellement dans GitLab, c'est des jobs manuels. À partir du moment où on fait une merge request, ils sont lancés automatiquement. On a notre petit rapport pour que les gens qui vérifient les merge requests aient toutes les informations liées aux différentes qualités de code. Et quand ça arrive sur une branche d'intégration, donc les branches d'intégration par défaut, c'est celles qui sont nommées main ou qui commencent par develop. Là, on a la possibilité d'avoir les jobs qui permettent de publier le redistribable. Donc c'est comme ça que fonctionne ce composant, ce qui correspond à un workflow, comment dire, assez standard dans l'industrie. Comment
comment est-ce que ça s'utilise? Alors l'idée de ce composant, du coup, c'est que c'est beaucoup plus rapide à mettre en place que coder sa CI Python complète. Et donc, on commence par déclarer l'adresse du composant, on met sa version. De la même façon que les gestionnaires de version, on peut mettre par exemple seulement la version 9 et ça va prendre la dernière, ça va indiquer seulement 9 et ça prendrait la dernière version qui est la dernière version 9 point quelque chose. On a un peu les mêmes mécanismes de versionning sémantique et on configure des inputs. Le seul input obligatoire, c'est l'image de base pour dire quelle version de Python va être utilisée finalement. Donc là, dans mon exemple, je prends l'image de base de Python 3.12. Et ensuite, on peut déclarer quelle feature on souhaite utiliser dans ce composant. Donc là, dans mon exemple, j'avais envie d'avoir des tests avec PyTest, du linting avec ref, du formatting avec ref, et j'avais aussi envie de pouvoir réaliser mon composant. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai mis ce PyProject.toml à côté? C'était pour montrer que finalement le composant, il va essayer d'auto-détecter comment le projet build, comment est-ce qu'il est utilisé, etc. Avec tout un tas de conventions. Mais ce qui est sympa dans les dernières PEP, c'est que finalement, dans le PyProject.toml, maintenant, on peut quasiment déclarer tout son build, toute la façon dont son projet build dans le PyProject. Donc là, j'ai expliqué que je buildais avec Setup Tool, que j'avais du Python 3.12, que mon linter, je l'ai configuré ainsi, que pour augmenter mes versions, c'est la lib bump version. Et et que pour mes tests, j'ai besoin, donc mes dépendances principales, c'est HTTPX. Donc si quelqu'un installe mon redistribable, la HTTPX viendra avec l'installation. Et que j'ai une dépendance optionnelle qui est un mock de HTTPX finalement. Et donc cette dépendance optionnelle, elle ne vient pas par défaut. Et je la déclare ici, je l'appelle test. Et dans mon GitLab CI, je dis oui, attends, si tu lances PyTest, installe tout ce qui vient dans test, installe toutes les dépendances qui ont été déclarées dans test. Donc petite astuce. Donc une fois que j'ai configuré ça, donc c'est relativement succinct finalement. Qu'est-ce que ça me donne en exemple? Donc là j'ai fait l'exemple d'une merge request où on voit qu'il y a des tests qui ont été lancés. On voit le coverage, le test coverage, où est-ce qu'on est? Est-ce que ma merge request a changé le test coverage? Est-ce que la merge request a changé la qualité de code détectée par ref dans ce cas de figure? Et si tous les tests ont passé. Donc ça, c'est ce que la merge request fait par défaut, les tests et la qualité de code et la sécurité qu'on peut voir. Dans mon exemple, voilà, j'avais sélectionné ces features-là, donc c'est ces jobs-là qui ont été lancés et on peut avoir les détails dans les onglets de GitLab correspondants. Et une fois que la merge request est approuvée et que j'ai mergé ça sur la branche principale, là il y a ce job-là qui est le job de publication qui est apparu, que je peux, dans ma configuration, je ne crois pas que j'ai mis d'auto-release. Je regarde. Ouais, là, il y a juste release enable, donc ce n'est pas une auto-release. Quand ce n'est pas automatique, là, c'est un job qu'on peut lancer manuellement et on peut donner, quand on lance le job manuellement, une variable d'environnement qui dit si on veut augmenter la version mineure ou la version majeure ou le patch de sa release.
Pour information, on peut aussi le mettre en mode auto-release et à partir du moment où on mergerait sur main, ça ferait une release automatique. Et donc ce qui est intéressant dans ce job-là, c'est qu'il met les tags, il augmente les versions ici là, dans mon PyProject Pentomel parce qu'il est configuré ainsi, sachant que si la déclaration des versions si la configuration de la version était différente, par exemple, dans certaines librairies, dans certains projets, ça peut être dans des init.py, des choses comme ça, et là, ça aurait aussi été géré. Là, dans cet exemple-là, la seule référence à la version, elle est dans le PyProject.toml. Je dis ça, mais je la vois pas en fait. Souvent, elle est en dessous de mon projet. Donc, il se charge de modifier le PyProject.toml, d'augmenter la version, de poser les tags et de faire une publication par défaut vers le repository de GitLab, parce qu'on est sur GitLab. Et on peut évidemment configurer on peut configurer additionnellement, par exemple, un repository PyPy où il y a des variantes pour les repositories de AWS ou des choses comme ça. Donc ça fait tout ça. Et maintenant vous dites, mais moi j'ai ma CI, j'ai envie de faire plus. Une fois que j'ai fait tout ça, qu'est-ce que je peux rajouter? Alors, pour commencer, il faut lire je vous conseille de lire la doc du composant. Il y a une grosse doc assez bien faite qui explique tout ce qu'il est possible de faire dans ce composant, ce qu'il est possible de faire beaucoup de choses. Donc on peut tout simplement mettre des inputs différents. La petite astuce par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire dans d'autres sites CI où souvent je mettais je mettais des paramètres dans ma ligne de commande quand je lançais mes linters ou mon PyTest. Ici, on ne peut pas personnaliser sa ligne de commande, mais en fait, souvent, l'équivalent des options qu'on a dans les lignes de commande, on peut la retrouver dans les fichiers de configuration de ces outils. Donc, si c'est ça qui vous bloque, on peut penser à ça, à passer toutes les options de ces outils de qualité de code ou de sécurité, de les mettre dans les fichiers de configuration correspondantes. On peut écrire des jobs et les rajouter à un stage existant, donc on peut rajouter ses propres petits scripts. Par contre, là où on va être un peu bloqué, c'est si on veut modifier le comportement des jobs que je vous ai montrés, par exemple, ou si on veut modifier l'orchestration, dire je vais faire celui-là d'abord, ou si on veut rajouter, ou si on veut écrire un nouveau job mais qui serait dépendant d'un autre job existant, ça reste une CI sur étagère où on est dans un cadre, on est dans le cadre de ce que j'ai présenté, on ne peut pas forcément changer toute l'orchestration, etc. On peut personnaliser son image Docker, donc celle que j'avais montrée là, c'était un Python 3.12 de base. On pourrait mettre une autre image Docker qui est présente dans le repo GitLab, mais on va être bloqué si on veut utiliser pour lancer le test unitaire, c'est très bien, mais si on a des tests d'intégration un peu plus si on a des tests d'intégration qui se basent sur les services GitLab comme les services Postgres qui te lancent une base Postgres à côté, ou Docker in Docker qui permet de relancer plusieurs images Docker côte à côte pour se créer un mini environnement d'intégration. Ça va aussi être. C'est pas prévu pour. Voilà. C'est plutôt prévu pour faire du test unitaire. C'était pour. Donc voilà à quoi il sert. Moi, pourquoi est-ce que je suis passé sur pourquoi est-ce que j'avais besoin de ce composant-là? Je l'avais utilisé surtout pour la mécanique de release. Dans nos projets, on avait une mécanique de release un peu spécifique qui pour simplifier, pousse du code sur des serveurs.
Et là, j'avais besoin d'avoir un composant versionné et pour pouvoir fixer des versions sur différents environnements différents. Et c'est principalement là où j'ai trouvé un intérêt à ce composant, c'est pour ne pas avoir à coder toute cette gymnastique de release. Et ce qui était sympa quand j'ai fait ça, c'est que ça a aussi mis en place ça m'a aussi apporté d'autres pratiques DevOps que j'aurais pas fait de base, comme l'analyse des failles de sécu, l'analyse des dépendances pour avoir les failles de sécu par exemple. Ça c'est venu tout de suite avec sans que j'ai trop à y penser. Et quand il y a des évolutions, je peux simplement augmenter la version sans. Ça me fait gagner du temps sur la gestion de la CI de ce composant. Donc si vous avez des cas d'usage comme ça, c'est assez sympa. Là où, pour plus parler limites, évidemment si vous êtes sur GitHub, là on est entièrement sur des projets GitLab, donc je ne suis pas sûr que juste pour avoir une pipeline comme ça, il faille migrer entièrement sur GitLab. Le trade-off ne me semble pas très intéressant. Si vous avez déjà une CI/CD existante, volumineuse et spécifique, tout migrer, ça me paraît, je pense que ça peut être compliqué également. Mais néanmoins, ça peut être sympa de regarder ce qui se fait, parce que finalement, ce qu'il y a dans ce pipeline, c'est un peu les meilleures pratiques, de l'industrie. Donc, on peut regarder le template, s'inspirer de ce qu'il y a dedans pour voir comment c'est fait. Oui, aussi vous êtes calé sur un autre workflow ou un autre flux, comme je disais, c'est compliqué de changer l'orchestration, donc vous allez continuer à devoir utiliser vos propres scripts. C'est pour ça que nous, pour ce projet versionné, je trouvais intéressant le composant Python. Sur d'autres projets qui ont déjà des CI existantes, je continue à faire évoluer la CI existante en parallèle. Voilà, c'était une petite présentation sur ce composant Python pour faire une chaîne d'intégration continue rapidement et qui suit les meilleures pratiques de l'industrie. Est-ce que vous avez des questions ? Sur une des diapositives, c'est marqué qu'il y avait un indicateur de la qualité du code. Et quand j'ai vu ça, je me posais la question, comment c'est mesuré? Est-ce que c'est un index ou c'est... En fait, quand je dis qualité de code, c'est un fourre-tout pour tous les outils si je le remets là, pour tous les outils de linting, tous les outils de linting, de typage ou de formatage. Donc finalement, c'est un peu les indicateurs que remontent ces outils. Donc, je sais pas, PyLint, il remonte des fois, PyLint, il donne un score. Je sais pas si tu as déjà utilisé PyLint, mais c'est un outil, on le configure, il te sort un petit score. Tu auras ce score PyLint sur la page web qui te fait un récapitulatif, des jobs qui ont été lancés. C'est un peu une moyenne pondérée de plusieurs scores donnés par... Non, c'est même pas une moyenne pondérée, c'est vraiment ce que fait quand on est rendu à ce temps. Si on ouvre cette... là, je suis pas en direct, pardon, mais si on rentrait là dans cet onglet, finalement, on aurait les différentes sorties qu'ont ressorti les différents jobs. Donc ref, je ne sais pas s'il y a une règle ref qui échoue dans code quality, ça te dira quelle règle de ref a échoué à quelle ligne, par exemple. Voilà, il n'y a pas de logique qui ferait un score calculé propre à GitLab. C'est vraiment remonter les informations pertinentes que sortent les sorties des différents outils de qualité de code qu'on a choisi d'activer. Ok, c'est ma question. Merci.
On va passer à la présentation d'après. Ah! J'allais rebondir sur la question du score parce que sur la slide, alors je ne sais pas si c'est celle d'avant ou d'après, il y a un pourcentage qui était affiché, c'est peut-être lié à ça ta question. Le test coverage. Et c'était le pourcentage de test coverage. Et donc c'est un truc assez standard. Donc on pourra en parler après si tu veux. Et j'avais une question en regardant un peu To Be Continuous, j'ai l'impression que c'est une organisation presque exclusivement Orange. Est-ce que tu as déjà utilisé d'autres composants qui fournissent? Est-ce que tu as des retours sur l'organisation, la contribution, des choses comme ça? Moi, je n'ai pas contribué à To Be Continuous. Je ne saurais pas dire à quel point c'est exclusivement Orange ou pas. En autre composant que j'ai utilisé, c'est celui d'OpenTofu parce que GitLab supporte plus Terraform, ne supporte plus que OpenTofu. Et donc, pour simplifier la migration, ils ont créé un composant qui, pour le coup, est supporté par GitLab lui-même. Et donc j'ai aussi pas mal utilisé ce composant OpenTofu. Et voilà, c'est les deux composants principaux de GitLab que j'ai utilisé. Celui d'OpenTofu qui est maintenu par GitLab, leur but c'est de c'est pour les clients GitLab et ce composant Python qui est finalement un ensemble de recettes de cuisine versionnées, quoi. L'occasion d'écrire ton propre composant GitLab pour un projet Python ou pas encore? Non, je n'ai pas écrit mon propre composant GitLab. Je sais qu'il existe des façons. C'est intéressant parce que autour de ce composant, c'est pas juste un template qui est versionné. Il y a des façons de tester. Mais j'ai pas expérimenté autour de ça. Ok, merci beaucoup Martin. Tu m'entends bien? Super. Alors, bonsoir à tous. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu particulier qui est faire du Python, pas n'importe où, mais sur n'importe quoi. Donc, c'est plus un petit projet. Donc, comme je l'ai marqué là, je l'avais fait en perso pour un hackathon sur la plateforme Kaggle. Pour ceux qui font un peu de datation, s'ils la connaissent probablement, ils font beaucoup de hackathons. Et là, avec l'IA, tous les gars qui font de l'IA veulent faire leur hackathon pour faire de la pub. Et du coup là, la pub c'était pour le modèle Google Gemma 3N. Donc c'est un modèle open source qui a orientation on edge, donc calcul sur device mobile ou par exemple sur une carte électronique telle que je l'ai montré, qui est une petite carte électronique NVIDIA. Alors juste avant de rentrer dans le sujet, donc je m'appelle Frédéric, je suis freelance. Je suis un gros contributeur open source. Je suis un peu triste que Michel passe à Marimo et quitte Jupyter, mais voilà, c'est la dure loi du marché. Il y en a qui sont payés pour faire des produits, donc ils écoutent peut-être un peu plus des utilisateurs, mais ça restera ma frustration. Bref. Donc pourquoi faire de l'IA sur device local? En fait, il faut quand même savoir que quand vous utilisez ChatGPT ou n'importe quoi pour faire votre résumé, en fait, vous utilisez des fermes de serveurs. Les gros modèles ChatGPT, il leur faut plusieurs cartes graphiques dernier standard pour pouvoir être exécutés. Donc ça c'est une des limitations de ces gros modèles. Donc il faut avoir le matériel derrière, ou il faut payer bien sûr. Aujourd'hui c'est assez simple, ou il faut avoir une bonne connexion internet. Mais il y a toujours la question de la
privacy en anglais, le contrôle de ce qu'on envoie, hein, puisqu'il faut savoir aujourd'hui que, par exemple, si on prend Grok, donc l'intelligence artificielle des gens de chez xAI, leur truc, c'est vous pouvez l'utiliser gratos parce qu'en fait, ils enregistrent tout ce que vous envoyez pour eux-mêmes le réutiliser pour leur propre entraînement. Il y a eu des cas fameux d'ingénieurs chez Samsung qui se sont fait virer parce qu'on a retrouvé du code de Samsung privé dans des réponses ChatGPT. Enfin voilà, il y a 15 milliards d'exemples si vous cherchez sur Internet de pourquoi que de parce que. Un autre truc qui est intéressant aussi de le faire tourner chez soi, en plus, c'est juste que pour moi, je trouvais ça fun. Mais aussi pourquoi ça intéresse beaucoup, c'est si vous suivez un petit peu l'actualité, hein, les gens de l'IA, en fait, aujourd'hui, l'étape d'après qu'ils voient beaucoup, c'est la robotique, parce que c'est comment mettre vraiment l'IA encore plus proche du commun des mortels, et les robots, c'est la voie d'entrée que beaucoup y voient. Une des raisons aussi, c'est que les modèles d'IA dernière génération ont vraiment permis à la robotique de faire un step assez important. Et avant même de parler de robotique, il y a principalement aussi tout ce qui est voiture autonome. Aujourd'hui, tout ce qu'on appelle ADAS, donc les aides à la conduite, il y a énormément d'intelligence artificielle. Et donc, ça demande de faire tourner des modèles d'intelligence artificielle. Bon, c'est très large. Hein, ceux qui s'y connaissent dans le domaine vont me jeter des cailloux parce que aujourd'hui, ça couvre énormément de choses, ce qu'on appelle modèle d'intelligence artificielle. Mais juste pour donner des informations sur des exemples concrets de modèles qui tournent sur des composants locaux, style NVIDIA, bon, du haut de gamme, donc plus gros que ce que je vais utiliser là, mais il y a par exemple Volvo qui a annoncé que leur prochain véhicule, ils auraient 2 cartes embarquées de 64 gigas. Mais c'est les mêmes cartes aussi, on les retrouver dans certains drones abattus en Ukraine, alors que normalement la Russie n'est pas censée pouvoir avoir accès à ce genre d'électronique, mais voilà, c'est la guerre. Mais voilà. Mais du coup, c'est vraiment il y a un boom sur la nécessité d'avoir des modèles on edge dans l'embarqué, que ce soit pour des besoins militaires, robotiques, automobiles, et aussi, bien sûr, j'ai pas trop mentionné, mais mobiles, puisque on est à Aidino, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé sur le SDK d'identification des pièces, mais pour faire un maximum de choses sur le device avant d'envoyer en fait les images qu'ils prenaient ou les vidéos qu'ils prenaient. Il y a des choses déjà à pouvoir faire en local avant d'envoyer des données sur le cloud, et du coup des petits modèles, ça peut aider à ça. Mais venons-en au projet. Donc le projet, je l'ai appelé Curious Frame. Donc le cadre curieux en français, ça sonne toujours moins bien. Alors du coup, pourquoi je suis parti là-dessus? J'ai 2 enfants, dont une petite fille qui a 2 ans et demi. Donc je voulais voir quelque chose que je puisse lui présenter. Donc la contrainte voulait dire, ça peut pas projeter du texte puisqu'elle sait pas lire. Ça peut pas reconnaître les sons qu'elle fait parce que ça ressemble pas toujours vraiment à des mots. Alors j'ai même pas osé essayer, mais parce que je pense que ça galère déjà avec nos propres dictions, donc avec ceux d'un enfant ça va être une galère. Je voulais qu'il n'y ait pas d'écran et donc que ça ne collecte que des informations visuelles, mais par contre je voulais avoir un feedback vocal parce que c'est un enfant, donc à part le vocal et visuel il n'y a pas grand chose d'autre, et comme je voulais pas d'écran, donc il restait que répondre en utilisant une pseudo-parole. Et du coup, d'un point de vue hardware, donc c'est ça qu'il y a dans la boîte. Donc on voit le speaker. Bon, c'est de la récup, hein. Il y a des trucs qui coûtent beaucoup trop cher pour utiliser pour ça, hein. Typiquement, le speaker Jabra, vous en avez peut-être dans vos salles de réunion. C'est du très haut de gamme pour faire un projet comme ça. Mais bon, l'idée, c'est d'avoir un speaker. La carte graphique, on ne voit pas trop à l'écran, mais ceux qui sont intéressés pourront la regarder, mais ça n'a rien d'exceptionnel. C'est une carte électronique
électronique. Donc c'est une carte de NVIDIA qui coûte $250. Alors peut-être qu'ils la vendent aussi 250 € parce que c'est toujours le tarif qu'on se prend, mais elle a 8 Go de RAM, donc c'est vraiment un truc hyper contraint. Donc c'est pour ceux qui se connaissent un peu en électronique, enfin grand public, fun, c'est 8 Go, donc partagé GPU, CPU. Et par contre, elle a la capacité sur le board de pouvoir brancher un SSD, ce qui est très fortement conseillé parce que pour le transfert, pour le chargement des modèles et même pour faire un peu de swap, bon c'est dégueulasse mais c'est pas mal, c'est en tout cas mieux que le micro SD. Le micro SD il est juste utilisé pour mettre l'OS sur la machine. Et j'ai pu utiliser une caméra, c'est une Raspberry Pi. Bon là, elle est branchée via un autre Raspberry en USB, je ne rentrerai pas dans les détails, j'ai pris ce que j'avais sous la main, et qui fonctionnait assez directement. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, ce qui m'intéressait en fait dans ça, c'est d'avoir une carte locale, très faible consommation. La carte, elle consomme maximum 25 watts, donc si vous regardez aujourd'hui vos cartes graphiques dans vos ordinateurs à 25 watts, vous en êtes loin. Et une des raisons pour lesquelles elle n'a que 25 watts, c'est parce qu'elle est sur une technologie ARM, donc pas les puces classiques AMD, Intel, les mêmes technologies qu'il y a dans les Apple par exemple. Voilà. Donc, alors, j'en parle parce que forcément ici, parce que c'est du Python qui a été utilisé. Alors juste pour faire le geek et montrer que j'ai appris l'UML qui rend pas bien là, mais c'est pas grave. La logique est super simple. Donc on a le programme principal à gauche, une caméra, un modèle d'intelligence artificielle. Piper, c'est le programme pour transformer le texte en prononciation. C'est un programme open source qui aujourd'hui est supporté beaucoup par Home Assistant. Donc Home Assistant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour faire de la domotique open source chez vous. Donc c'est un truc que vous savez installer sur un Raspberry chez vous et vous pouvez connecter vos objets connectés de la maison et les piloter avec une application. Enfin, il y a tout un écosystème et donc ils ont un Piper, c'est leur brique qui permet de transformer du texte en voix. Et puis le speaker pour juste en prononcer. Et alors la logique du coup, c'est on prend un snapshot sur la caméra. Une fois qu'on a le snapshot, on cherche des objets. C'est aussi fait par l'intelligence artificielle, j'y reviendrai. Sur le cadre, hop, j'ai oublié de montrer l'aspect le plus technique de cette démonstration, un cadre en carton qui permet de sélectionner les objets. On peut montrer un drapeau français et en fait, si c'est détecté, le programme va passer en français automatiquement parce que c'est une des forces, un des arguments là, de ce modèle GMA 3, c'est qu'il peut traduire. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cette petite boucle. Donc, une fois qu'on a les objets, on va demander une description des objets à l'intelligence artificielle. Et puis, si on a détecté qu'on doit être en français, on va redemander à l'intelligence artificielle de le traduire. Ça, c'est aussi dans les bonnes pratiques pour des tout petits modèles. C'est de lui demander un seul truc précis, donc d'écrire les objets, puis de le réinterroger sur une autre capacité qu'il a, la traduire une fois qu'il aura généré le texte. Tout mélanger sur les très petits modèles, ça marche très très mal. J'avoue que j'ai pas assez de recul sur des gros modèles pour vous donner un retour, mais sur les petits modèles, ça marche très très mal. Et une fois qu'on a cette traduction ou le texte en anglais, du coup, on utilise Piper là, pour avoir du son qu'on peut jouer sur les speakers. Hop, et je pense que je vais skipper celui-là et on va arriver directement, ce qui explique juste le diagramme de toute façon que j'ai fait, à la tentative de démonstration. Et c'est maintenant que ça va se corser. Hop. Du coup, on va essayer une petite démonstration avec cet objet super compliqué qui est quand même une figurine sur un vélo. Alors, il va falloir attendre que ça boot, c'est une toute petite carte, donc voilà. Alors, j'espère qu'on va choper le truc. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un câble à mon PC? C'est tout simplement parce que, en fait, je peux me connecter en SSH à la carte, qui n'a pas l'air d'être déjà bootée. Si, ça y est, maintenant elle est bootée, donc ça devrait être bon.
Hop. Et parce que je ne l'ai pas mis en démarrage automatique. Où suis-je? Je suis là. Hop. Hop, du coup, SSH. Ça va, le contraste, c'est pas trop moche. Ok. Je peux peut-être faire plus grand. Ok, donc normalement... Ah oui, j'en ai pas trop parlé, mais du coup, je vais en profiter pendant que ça boot, de toute façon ça va mettre un peu de temps. On est dans une logique un peu microservice, donc en fait on a le programme principal Curious Frame, on a Piper qui tourne dans son microservice et on a le Ollama qui est aussi un système, un soft que vous pouvez installer facilement pour faire tourner des modèles locaux. Donc ça, c'est le message de bienvenue. Et donc, ce qui se passe une fois qu'on a eu le message de bienvenue, c'est... Voilà, donc j'ai de la chance, elle a bien capté qu'elle a trouvé une figure à l'intérieur du cadre, et du coup, là, elle réinterroge le LLM pour lui demander « décris-moi un peu ce que c'est une figurine ». Et donc là, elle va normalement... nous sortir quelque chose de pas trop stupide, si tout va bien. Donc là, je montre juste les logs de l'application, ce qui permet aussi un peu de suivre ce qui s'est passé. Donc, on voit qu'on a eu un snapshot, puis qu'il est analysé, puis qu'on a trouvé donc un vélo et une figurine. Et là, il y a juste la trace on a envoyé une requête au LLM pour lui demander de décrire, voilà, ici, décris-moi ce que sont ces objets et à quoi ça peut servir. Là, le LLM vient de répondre à ça. Alors, on n'a encore rien entendu, puisque du coup, là, c'est le LLM qui a répondu de texte. Donc, ce texte est en train d'être envoyé à Piper pour être converti en son. Et donc, quand ça sera fait, ça va être joué. Voilà. And the bicycle is a cool way to get around. It has 2 wheels and you pedal to make it go. You can ride it to school, the park, or anywhere you want to go. Be careful and wear a helmet. Alors GMA 3 a dans ses particularités d'avoir spécialement été entraîné pour justement essayer d'être safe en termes d'utilisation, de langage utilisé et tout. Donc ça peut être une des conséquences, le fait qu'il dit il faut être safe et tout. Ça fait partie du mystère des intelligences artificielles. Ouais, j'ai de la chance pour la démo. Donc là, on voit que le drapeau français a été trouvé. Donc, ah oui, et par contre, je me fais avoir. C'est que du coup, le drapeau français est apparu. Donc, il est passé en français, mais malheureusement, comme c'est les mêmes objets sinon qui ont été détectés, en fait, l'intelligence artificielle n'est pas interrogée pour éviter les répétitions inutiles. Et oui, j'aurais dû le mettre plus fort. Alors là, on risque d'avoir un petit temps, le temps qu'il reprenne un snapshot, qui va du coup voir si on va voir s'il va toujours trouver le French flag. On va voir. On va attendre. J'ai oublié quel délai j'avais mis. On pourra faire un essai avec des objets à nous. Oui, vous pouvez essayer. On pourra essayer sans problème. Pour ceux qui sont vraiment intéressés à la technique, donc pour la capture d'image, là, vous pouvez voir des erreurs de JStream. Donc c'est JStreamer qui est utilisé pour juste faire la capture de la caméra. Ah ben voilà, du coup, il y a à nouveau un snapshot qui a été pris. Le drapeau français a été trouvé. Laissez-moi chercher des informations à leur sujet. Voilà, donc il a bien détecté que c'était une cassette. Et donc là, cette fois, on réinterroge le modèle. Donc même si on est en français de façon
perçu pour l'applicatif, enfin par l'utilisateur en interne, tout se fait toujours en anglais dans cette façon de faire. Parce que GEMA 3N, en tout cas, n'a pas été, même si c'est traduire, il n'a pas été officiellement, comment dire, ils n'ont pas fait la pub comme quoi il savait résonner dans d'autres langues que l'anglais, donc j'ai préféré toujours l'utiliser en anglais, et passer par la traduction pour faire du français. C'est quelque chose que, par exemple, est très différent sur les modèles de Mistral, c'est un point différenciant. Enfin, je vais parler des modèles open source, mais un différenciant sur les modèles de Mistral, c'est qu'on peut lui demander... C'est un dataset. C'est comme une petite bande magique de couleurs qui contient de la musique ou des histoires. Les gens mettaient autrefois des chansons dessus et ensuite, on pouvait la mettre dans un appareil spécial appelé lecteur cassette pour l'écouter. C'est un peu dépassé maintenant, mais c'est une façon cool de se souvenir de tes morceaux préférés. Voilà. Je vais vous montrer autre chose. Alors, juste pour montrer, en fait, c'était ma première tentative. Et du coup, en fait, ce que je pourrais peut-être faire, c'est l'arrêter, parce que sinon, elle va encore me couper. Mais... Trouver des écouteurs, un cadre en carton, laissez-moi trouver des informations. Elle laissait traîner ses écouteurs. Bon, on reste sur de l'intelligence artificielle, donc forcément, les hallucinations... Sont permises. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'était un projet perso et je suis en phase d'apprentissage. Et un des gros problèmes c'est que j'ai eu, c'est que GEMA 3N, officiellement, il peut traiter des requêtes qui contiennent des images et du texte. Mais malheureusement, la version qui est packagée pour Ollama, donc c'est le framework qui permet de faire tourner le modèle sur la carte, ne supporte pas d'envoyer des images à ce modèle-là spécifique parce que le paramétrage du modèle n'a pas été fait correctement. Du coup, j'ai dû... en fait, là, pour l'instant, sur la carte, il y a deux modèles. Il y a un modèle spécialisé qui s'appelle un VLM, un Vision Language Model. Donc, c'est lui qui, en fait, détecte quels sont les objets visibles sur l'image. Et puis, j'utilise le LLM pour demander une description. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que, en fait, et une des raisons pour lesquelles c'est un peu long, c'est que, du coup, on peut voir avec Ollama, en fait, on peut voir si... l'utilisation du modèle, donc ce qu'on appelle l'inférence, est faite sur le CPU et le GPU, et là en fait elle est faite sur le CPU, ce qui n'est pas ouf. Donc un des trucs que j'ai fait, si j'ai encore un peu de temps, allez. Bon, alors c'est vraiment tout frais, donc c'est frais de 16 heures aujourd'hui. Donc là, je vais juste relancer Piper, mais du coup, Mistral, comme je disais, il a la capacité de parler, enfin de raisonner directement dans d'autres langues, dont le français. Et ils ont créé un tout nouveau modèle qui a été réalisé début du mois, Mistral 3. Et ils ont fait une variante qui s'appelle Ministral, qui est du même genre de taille, même catégorie en taille. Donc là, c'est celui de Google, j'avais pris la version 2 milliards de paramètres, il y a une version 4 milliards. Là, celui que j'ai pris de Mistral, il a 3 milliards de paramètres. Mais du coup, l'avantage, c'est que je peux lui envoyer des images directement et il peut raisonner en français. Donc en fait, ça permet d'avoir de pouvoir maximiser l'utilisation du GPU parce qu'il n'y a qu'un modèle à devoir charger, et aussi de pouvoir éviter les round trips, traduis-moi cette réponse, parce qu'en fait on peut essayer de lui demander directement en français le truc. Donc là c'est ce que je vais essayer de faire juste là. Alors pour ceux qui font du Docker avec device, voilà, ça peut devenir très chaud, les options à passer quand on veut monter du device. Je peux en parler après, mais ce n'est pas le but ici. Mais voilà, ici, là, ce qui est intéressant, donc la ligne de commande, le nom du Docker est là, bon, c'est un truc en local. La ligne de commande est ici, mais ce qui est important, là, c'est que je vais lui dire que j'utilise un modèle donc, pour la capture de la vision qui est Ministral et pour le raisonnement qui est aussi Ministral. Et je lui dis que le modèle il supporte de discuter en plusieurs langues. Et donc là, je vais retenter. J'ai constaté qu'il était moins bon pour capturer le drapeau français, donc on va voir. Je vais réessayer avec le Playmobil. D'ailleurs. Ah bah, il a déjà pris une capture d'écran.
Donc la subtilité que j'ai constatée cet après-midi, c'est qu'il fallait que je lui demande d'abord est-ce qu'il trouve un drapeau français avant de lui demander de trouver des objets, parce que sinon il avait tendance à... Avec drapeau français, cassette audio. Je recherche des informations sur ce site. Ah bah, du coup, il a trouvé les deux. J'ai dû un peu le perturber. Voilà, et du coup, comme c'est Mistral, voilà, ici, Mistral, j'ai pu le dire directement. Je vois que tu as trouvé une belle étiquette avec un petit drapeau français. Tu sais, c'est comme une carte qui dit où ce produit vient. Par exemple, si tu vois cette étiquette sur une bouteille de vin ou une bouteille de lait, ça signifie que ce vin, ce lait vient de France. C'est comme une petite porte d'entrée pour savoir d'où ça vient. Maintenant, parlons de la cassette audio. Ah, tu sais, c'est un petit boîtier en plastique avec des bandes magnétiques dedans, comme des petits fils qui enregistrent des voix ou de la musique. Avant, les gens l'utilisaient pour écouter des chansons ou des histoires en les mettant dans une machine spéciale appelée un magnétophone. C'est comme une petite boîte magique qui sauvegarde des sons pour que tu puisses les écouter plus tard. Voilà. Now. Goodbye. Et du coup, là, ouais, vraiment le gros avantage, c'est que du coup, comme on a un seul modèle, là, cette fois, on peut bien voir que le modèle, il fait tout son inférence sur le GPU, donc déjà, on est beaucoup plus rapide. Et aussi, ce qu'on peut voir là dans la trace juste au-dessus, c'est que j'ai pas dû traduire le texte généré, j'ai pu directement demander, donc c'est ce qu'on a tout en haut là, la requête au modèle, j'ai pu directement lui demander en français et il m'a répondu en français, ce qui a permis d'éviter certains round trips. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup pour la présentation, Frédéric. Puis c'est vraiment super, excitant de voir ce projet. Alors, j'ai pas prouvé que j'avais du Python, par contre, je me rends compte. Mais justement, on va y venir. Donc, une des premières étapes, enfin après, c'est de prendre une photo, en fait, d'avoir une image, en fait, de l'objet qui est dans le cadre. Est-ce que tu effectues un pré-traitement de cette image avant de l'envoyer au LLM, ou est-ce que tu l'envoies tel quel? Non, pour l'instant, j'ai vraiment été très simpliste, où je prends la capture. Ce que je peux faire là, je récupère mon curseur. J'ai vraiment pris une approche très simpliste où j'envoie l'image prise RAW de la caméra. En fait, c'était mon intuition aussi au départ quand j'ai utilisé un VLM. C'est qu'un de ses avantages, bon, il y a le traitement d'image pur, hein, on peut jouer avec OpenCV, enfin tous les frameworks, on peut faire des choses d'amélioration de l'image. Et aussi, ce qu'il y a beaucoup dans les langages de vision, c'est de pouvoir faire par exemple des choses comme la segmentation. C'est des choses que j'ai expérimenté un peu. Par exemple, comme moi, le but c'était de visualiser, enfin d'expliquer que les objets qu'il y avait dans le cadre. Je m'étais amusé à regarder, ok, qu'est-ce qui se passe si je lui dis donne-moi la segmentation. Du coup, en fait, ça me permet de recadrer l'image pour me focaliser sur la partie où il y a le cadre, pour ne donner que ça, pour que justement il y ait moins de bruit, puisqu'on sait bien que les intelligences artificielles, au plus on est focus sur l'objectif, au mieux elles se comportent. Mais à la fin, pour des questions de réactivité, j'ai arrêté de faire ces round trips et les résultats étaient OK, on va dire. Pour juste donner une idée, c'était surtout dans un but de débugage, hein, mais vous êtes tous sur mon ordinateur maintenant, désolé. Non, juste vos pieds, ça devrait aller. Mais ouais, c'est toujours compliqué avec deux écrans. Hop. Voilà, donc en fait là, c'est vraiment les captures d'écran utilisées et envoyées. Bon là, non, c'est d'ici, hein, c'est les trucs qu'on... Est-ce que je me suis bien connecté? Oui, si, pourtant, oui. Est-ce qu'il n'est pas à 17h quand même? C'est dans ton prompt que tu spécifies que tu dis qu'est-ce qu'il y a dans le cadre ou... Ouais, c'est dans le prompt que je spécifie ce qu'il y a dans le cadre. Si... Je sais pas si je vais réussir à la voir. Mais ça va être, ouais, ça va être dans le prompt. Sinon, je peux en montrer dans le code finalement. Ça sera le plus facile.
Il faut savoir que pour nous qui sommes d'une communauté Python, un des avantages de l'intelligence artificielle, c'est que finalement, c'est les gens qui font de la data science, c'est les mêmes gens, fondamentalement. Donc en fait, leur langage de prédilection, c'est le Python. Alors les mecs qui font le DevOps chez eux doivent s'arracher les cheveux en disant on pourrait faire mieux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc en fait, il y a énormément de trucs. Enfin, la stack la plus facile à utiliser pour exploiter les modèles d'intelligence artificielle open source, c'est la stack Python. Avoir la réponse en voyant le code. Tu utilises quelle librairie client pour envoyer les requêtes au LLM? Alors cette fois, je m'étais pas embêté parce que du coup, il y a en open source, en fait, il y a plusieurs approches, on va dire, est-ce qu'on va utiliser plutôt la logique microservice ou pas pour le faire. Alors si on utilise la logique, au début, moi j'étais parti pour faire vraiment pur microservice. Donc, je me suis perdu tout seul. Normalement, il y a un endroit, voilà, on va utiliser request parce que ça c'est pour Ollama qui tourne en microservice sur la machine, donc on fait de l'API REST. Et sinon, j'ai pas cherché trop loin. La majorité du temps, la documentation des modèles est très souvent faite en utilisant la bibliothèque Transformers qui est développée chez Hugging Face. C'est souvent un des gros points d'entrée, en tout cas sur les modèles publics, pour les charger. Voilà, ça reste des cas particuliers. C'était parfois un peu frustrant pour nous en tant que développeurs parce que finalement, ils essayent de normaliser l'interface, mais en fait, chaque nouveau modèle vient avec son petit set de trucs spécifiques, donc il faut toujours attendre un petit peu il faut toujours installer la dernière version. Par exemple, là, pour installer Ministral avec Ollama, il y a encore un bug qui a été résolu il y a 2 jours, sinon j'étais sur une ARC pour faire la démo aujourd'hui. Voilà, ça bouge très vite, mais il y a encore un grand manque de standardisation parce que ça bouge encore très vite. Donc des fois, pour nous qui sommes habitués à écrire du code avec des API un peu strictes, avec du versionnement et tout, il faut accepter d'être dans une situation moins confortable quand on veut commencer à jouer avec ce genre d'objets informatiques. D'autres questions? Bonjour, ma question c'est comment tu t'es pris du coup pour le concevoir et développer ton système? Est-ce que tu as fait des prototypes ou est-ce que... C'est un prototype. Là, pour être honnête sur ce projet spécifique, d'ailleurs il y a l'extension qui s'est chargée, mais je voulais utiliser l'outil open source Klein. C'est un agent de codage intégré dans VS Code comme copilote, mais c'est des gens à côté, c'est une communauté à côté. Donc là, je l'ai bootstrappé avec Klein. Mais quand je suis arrivé sur des problèmes de pipeline GStreamer, voilà. Après, ouais, c'était plus pour m'amuser pour ce type de truc. L'utilisation d'une intelligence artificielle était peut-être pas hyper pertinente vu qu'il y a 4 fichiers. Hein, c'est plus gros que ce que Michel a fait sur son téléphone portable, mais c'est pas non plus. C'est pas révolutionnaire en termes de code. Je veux dire, une bonne loop while true autour du programme, l'utilisation du parseur standard pour mettre des options, et c'est à peu près tout. Hein. Le code est normalement, j'espère, pas trop dur à lire. Donc, ouais, évidemment, la dernière ligne qui s'est cachée. Mais... Donc, on fait caméra.getFrame, on a une image. Bon, là, je la sauvegarde. Puis après, je demande à l'objet vision, trouve-moi les objets dessus. Je fais un peu de mashup sur les objets trouvés pour voir s'il y a quelque chose. Si je trouve le drapeau en français, je lui dis de dire que tu vas parler en français.
s'il était en français mais qu'il ne trouve plus le drapeau français, il va repasser en anglais. Et puis après ça, hop, je vais juste demander au modèle de décrire les objets qu'il a trouvés. Et voilà. Et normalement, vous avez à pas mal d'endroits le Audio Speak, qui dans mon cas est un peu l'équivalent de mon print, puisque je veux un feedback purement vocal sur le programme. Voilà. Quelle a été l'expérience de ta fille de 2 ans par rapport à l'expérimentation, et est-ce que du coup c'est compatible avec de l'IA on-premise avec les temps de latence? Non. Ça a surtout amusé le papa. Alors j'ai pas encore essayé la version ministrale qui est quand même un petit peu plus réactive, mais non, il y a clairement quelque chose à faire en mode son et lumière pour faire passer le temps de latence. La patience, ouais, ça prend la patience. En fait. L'exemple sur le vin, je suis pas sûr non plus. Ah ouais. Alors c'est vrai que on est en France, mais les modèles de Mistral. Les modèles de Mistral n'étaient pas, ne sont pas officiellement protégés. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas officiellement protégés autant que ceux de Google, officiellement, hein, parce qu'après, ça reste compliqué, ce genre de choses. L'étape d'après, en fait, pour moi, c'est je devrais recevoir d'ici à Noël le petit robot là qui se trouve à droite. C'est un robot qui s'appelle Richie Mini. Je fais un peu de pub. Donc, c'est d'une boîte qui est à Bordeaux qui s'appelle Pollen Robotics, qui maintenant a été rachetée par Hugging Face. Et en fait, la volonté de Hugging Face, c'est d'essayer de démocratiser l'intelligence artificielle via la robotique chez les gens. Et donc ça, c'est un de leurs axes. De mémoire, ça coûte $300 et $500 avec un Raspberry Pi 5 intégré. Et en gros, le petit robot, il a sa tête animée 5 axes, des antennes qui peuvent bouger, le corps qui peut tourner à 360. Donc voilà, l'idée c'est que ça sera probablement un premier applicatif que je vais essayer de mettre là-dessus. Parce que du coup, avec ça, on sait faire des mouvements. Enfin, on peut faire du garder l'attention le temps que j'obtienne une réponse pour un enfant. Non, c'est pas Sophie Legirac. Ouais, par contre, il faudra probablement mettre un plexi, pas pour cause Covid, mais pour cause enfant. Mais bon. Voilà. Un des trucs que j'ai mis aussi dans les next steps, c'est Piper. En fait, les technologies text-to-speech, il y en a vraiment énormément. Ça existe depuis super longtemps, et même sans utiliser des langages, des réseaux neuronaux très gros comme on peut avoir aujourd'hui. Piper est un de ceux-là, une nouvelle génération, mais un des problèmes avec Piper, c'est qu'il a tendance à supprimer le début de la bande sonore. C'est un des soucis, donc il faudrait que j'en teste d'autres. Il y en a plein d'autres, c'est vraiment en plein boom, parce qu'aujourd'hui, ils veulent aussi être capables, en plus de cloner la voix, de pouvoir donner des émotions différentes de la voix de base et des choses comme ça. Enfin, c'est un monde intéressant, mais ça part vraiment dans tous les sens. Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et si vous voulez voir si d'autres aspects franco-français sont émis par une IA, n'hésitez pas, je peux relancer pour tester les objets qui vous passent par la tête. On verra bien la réponse fournie. Tu disais que ça consommait 25 watts. D'où je suis, je ne vois pas l'alimentation de la chose. En pratique, c'est quoi? Ah d'accord. J'avais fait exprès pour la caméra de cacher les câbles un maximum. Ah, ouais. C'est branché sur... Mais là, je l'ai branché sur secteur. Sur secteur, ok. Mais ça serait envisageable effectivement d'avoir un pack de batterie sur ce genre de carte. Sachant que ces cartes-là, NVIDIA en fait les paramétrise avec des niveaux de puissance. Du coup, en fait, on peut la brider à 15 watts et même à 7 watts si on veut. Bon, alors forcément... Voilà. Merci.
Pour info, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, cet été, sur la dernière architecture, où j'oublie toujours le nom, Blackwell, des puces NVIDIA, ils ont sorti une nouvelle carte embedded qui s'appelle Tor, JSON Tor. Elle a 128 Go de RAM, donc elle est assez confortable pour commencer à faire tourner des LLM de taille moyenne chez soi. Par contre, alors je ne sais pas si c'est à cause du coût de la RAM uniquement, mais bon, voilà, $3 000. Voilà. Pardon, il y avait encore une question. Merci pour la présentation. Petite question, tu envoies du coup l'image directement dans le LLM du coup, si j'ai compris. Alors il faut juste la transformer, pour l'aspect technique, il faut la transformer en base 64. Okay. Mais ouais. Ok. Et est-ce que tu as pensé à faire de l'OCR ou est-ce que tu as rencontré des limites ou est-ce que ça ne répond pas aux besoins peut-être pour limiter la charge niveau CPU, GPU, etc. ou pas? Ben en fait, là, l'idée, c'est que quand tu utilises des modèles d'intelligence artificielle qui peuvent prendre en compte des inputs de type texte et image, finalement, il fait l'OCR pour toi. Alors, attention, c'est pas de l'OCR tel que les gars ici dans cette maison font, où tu as besoin d'hyper précision, il y a énormément d'aléatoires, mais justement pour faire de la description de scène, ils sont assez bons pour pouvoir dire macroscopiquement qu'est-ce qui se passe dans l'image et tout. Il y a des gens assez régulièrement, si vous êtes intéressé par le sujet, dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, il y a des gens, ils ont des apps où ils savent brancher n'importe quel type de modèle et ils passent des petites vidéos et en live, le LLM dit là, je suis en train de voir quelqu'un qui se penche pour ramasser une pomme ou des choses comme ça. C'est assez balèze. Sur l'OCR, finalement, c'est un problème pointu et spécifique. Et je pense qu'un LLM comme ça, from scratch, très général, serait probablement pas très bon, quoi. Surtout pour de la reconnaissance de caractère, ça peut être un sacré challenge. Je pense qu'il y a des solutions. Enfin, il y a des modèles spécialement entraînés dessus. Et je pense que des fois, il faut se dire que les technologies différentes que des grands réseaux neuronaux peuvent être très bonnes pour des problèmes type OCR, je pense. Merci. Oui, merci. Déjà, merci. Et en plus, tu parlais de Mistral que tu utilisais du coup comme modèle. Tu sais qu'ils avaient sorti des modèles justement pour la reconnaissance de caractères justement spécifiquement là-dessus. C'est possible. Ouais, moi, comme c'était pas ma problématique de la reconnaissance de caractère, mais ça se peut. Et ils avaient fait des partenariats avec des historiens là-dessus, et des archéologues justement pour la reconnaissance de caractère antique, ce genre de choses. Donc c'était pour savoir si tu avais un peu pu... Non. Non. Non, j'avoue, je suis passé par la maison, mais je n'y suis plus depuis un moment. Donc, mais je ne suis pas resté très branché sur ces sujets d'OCR, désolé. Merci à toi. Poursuivre l'échange de façon informelle pour l'apéro qui est offert aussi par Aïlina. Une nouvelle occasion de les remercier pour leur accueil. Et merci Martin.